Salut les Kaisers et les Kaiserines, bienvenue aujourd'hui sur Kaiser Culture. Je parle de cette nouvelle chaîne YouTube, de ma boutique en ligne et de mon livre qui va bientôt sortir en fin de vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir 12 hommes en colère. En VO s'il vous plaît. Ah, it's black and white. Chut, mais bon 12 hommes en colère, il y en a certains qui étaient tellement en colère qu'ils sont partis de l'affiche du film, est un film américain de Sidney Lumet sorti en 1957, avec Henry Fonda dans le rôle du protagoniste principal. Il s'agit d'un film de procès qui est considéré comme le meilleur avec Du silence et des ombres. Le film raconte la délibération de 12 jurés d'une cour d'assises pour prouver l'innocence ou la culpabilité d'un jeune homme pour meurtre. Le film est adapté d'une pièce de théâtre, ce qui explique qu'il s'agit d'un huis clos. Dans Art poétique de 1674, Boileau demande aux pièces de théâtre « Quand un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli ». Comme les jurés ont environ 1 heure pour délibérer, il est logique de ne pas faire d'ellipse dans le film. Maintenant, je vais vous résumer le film. Un jeune homme de 18 ans, issu d'un milieu pauvre et d'immigrés, est accusé du meurtre de son père. Le juge demande au juré de délibérer pour dire si oui ou non il est coupable, et c'est là que commence le film. Tout le monde pense que le suspect est coupable à l'exception du juré numéro 8 malgré toutes les preuves. Il dit qu'il a un doute et que la vie d'un jeune homme de 18 ans mérite assez de considération pour faire un débat. Il propose qu'il y ait un vote auquel il ne participe pas. Tout le monde vote coupable et c'est la fin du film. Non, je plaisante. Il prend un très gros risque, mais il a réussi son coup, un autre juré a rejoint sa cause. Durant tout le film, le juré numéro 8 va démonter un à un les arguments du camp du juré numéro 3 jusqu'à ce que tout le monde vote innocent. Maintenant, nous allons parler des lieux. Il y a 4 lieux au total dans le film. Le premier est la cour, où a lieu le procès. Il sert à nous faire comprendre l'histoire et les enjeux du film. On y voit le jeune homme qui risque la peine de mort pour avoir commis le meurtre de son père, ainsi que le juge. Ensuite, il y a la salle de délibération, lieu principal du film où on assistera à la délibération du procès. La porte est fermée à clé, nous sommes dans un huis clos, en effet, le film est inspiré d'une pièce de théâtre. Les personnages ne pourront en sortir que lorsqu'ils auront résolu l'énigme, un peu comme dans Escape Game. Pendant presque tout le film, on va assister à un débat autour d'une table, symbole de réunion. Autre lieu, les toilettes. Certains personnages y vont lors de la pause. C'est un lieu d'intimité et d'évacuation par excellence. Même si cette scène marque une pause, le protagoniste en profite pour continuer le débat. Le devoir ne prend pas de vacances, un soldat en permission reste un soldat. Le monde extérieur. Le film commence à l'extérieur, mais on est déjà dans le bain. On voit dès la première scène le tribunal en contre-plongée, la justice nous domine, ainsi bien les personnages que les spectateurs. À la fin du film, on voit le juré numéro 8 et le vieil homme revenir à leur vie normale. Le tribunal est derrière eux, même si omniprésent, et ils marchent vers la droite, ce qui montre qu'ils ne sont plus en difficulté. La cour et le monde extérieur ne servent que pour les scènes d'ouverture et de fermeture du film. Et maintenant, place aux personnages. On ne reconnaît pas les noms des personnages, ce qui est souligné par la scène finale. Au lieu de mettre un nom sur un visage, on y met une personnalité et un archétype. Bon, après, j'ai dû donner des surnoms pour me retrouver dans mes notes. On a eu le droit au colérique, au lunettard, à Clark Kent ou encore à Goebbels. Il y a le juré numéro 8, le protagoniste du film, qui est calme et réfléchi. Il ne cherche pas la facilité et n'hésite pas à faire des efforts pour faire avancer les choses. Il a un sens du devoir, comme le montre la scène où il se met en colère contre les 2 jurés qui jouent au morpion. Il est courageux, il n'hésite pas à s'opposer seul à la société. Dans le film Du silence et des ombres de Robert Mulligan, l'avocat Atticus Finch n'hésite pas à affronter la société ségrégationniste des années 30, en plus de la pauvreté, pour défendre une cause qui lui semble juste. Il est juste, même s'il n'a pas prouvé que l'accusé est innocent factuellement, il a réfuté les soi-disant preuves du parti civil. Pour condamner quelqu'un, il faut prouver qu'il est coupable, alors qu'il n'est pas nécessaire pour innocenter quelqu'un de prouver qu'il est innocent. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. N'est-ce pas, monsieur Dupond-Moretti ? La réalité juridique n'est pas forcément une réalité factuelle. Le juré numéro 3, qui est l'antagoniste principal du film, est colérique et se laisse dominer par ses émotions. Il préfère se fier à son intime conviction plutôt que d'écouter le raisonnement logique du camp opposé. Il y a un vieil homme qui a de l'expérience et qui a su avec l'âge devenir observateur. Il y a un meneur d'hommes qui gère le débat. Il y a un homme timide qui n'arrête pas de s'excuser. Il y a un homme qui est issu du même milieu que l'accusé et par conséquent il refuse de croire aux clichés à son sujet. Il y a un excentrique qui n'a aucun sens du devoir, quel que soit le camp des personnages, leur but est que la justice soit faite. À part lui qui veut juste partir le plus tôt possible pour aller voir un match.
Il a autant de sens du devoir qu'une sentinelle qui déserte son poste pour aller ramasser les champignons. L'usage de la langue focale permet de se concentrer sur les personnages et donc de se mettre dans leur peau. Quant au montage, il n'y a pas de montage alterné ou parallèle. Il n'y a aucune ellipse, le montage est très simple, on change juste la place de la caméra, cela rend le film plus réaliste, on a l'impression d'assister au débat. Bien, de quoi parle le film et quel message veut-il transmettre ? L'histoire du film, c'est-à-dire le procès du suspect, n'est pas le sujet du film mais un prétexte pour expliquer comment il faut s'y prendre quand on veut mener un débat. Le procès est mis au second plan. En effet, on ne voit quasiment pas le déroulement du procès en dehors de la délibération des jurés. D'ailleurs, on ne verra même pas le jugement après la libération des jurés. Le film va au-delà de la fiction. Il s'agit d'un cours d'argumentation. Au début du film, deux personnages sont en train de discuter à propos de leur entreprise. L'un n'a pas un grand succès et l'autre lui répond que ses produits ne sont pas meilleurs que les siens, mais il a plus de clients car il sait mieux se vendre. Cela signifie que l'important ce n'est pas la thèse qu'on défend, mais les arguments qu'on utilise. À la fin du film, le suspect est jugé innocent par la cour d'assises. Même si on ne sait pas s'il a raison ou tort, le juré numéro 8 remporte le débat car il a su argumenter de manière logique et donc convaincre les 11 autres jurés. Pour convaincre ses adversaires, le juré numéro 8 a utilisé deux méthodes philosophiques. La première est le scepticisme ou doute cartésien. On remet en question tout ce que nous croyons savoir. Ensuite, sans le moindre a priori, on cherche à prouver ou réfuter toutes ces croyances. Le philosophe, qui signifie littéralement « ami de la sagesse », s'oppose au sophiste, littéralement « le sage ». C'est parce que tu sais que tu ne sais rien que tu sais quelque chose. En effet, les 11 autres jurés ont des a priori sur l'affaire et le protagoniste, au lieu de dire qu'il a raison, va douter de ses propres arguments et des arguments de ses adversaires et avouera lui-même qu'il ne sait pas la vérité. Ainsi, il va inviter chacun à réfléchir en profondeur au lieu de n'en effleurer que la surface. La seconde méthode est la maïeutique de Socrate. Il va faire accoucher l'esprit de ses adversaires. Et pour ce faire, il va simplement leur poser des questions au lieu de faire de la rhétorique. Les jurés vont donc se remettre en question et certains iront jusqu'à défendre la thèse du protagoniste avec des arguments que ce dernier n'avait pas. Il y a deux grandes façons de faire adhérer une personne à son opinion, convaincre ou persuader. Pour convaincre, on utilise une argumentation logique et pour persuader, on prend les gens par les sentiments. Pour Socrate, l'homme est divisé en trois êtres, l'esprit, le cœur et le corps. Rappelons que le film et la pièce de théâtre qu'il a inspiré se nomment 12 hommes en colère et pas 12 jurés qui réfléchissent. Ce qui nous fait comprendre que malgré leur fonction de jurés, nos personnages n'échappent pas à la dure condition humaine et malgré leur devoir d'être impartial, le raisonnement reste biaisé. Quand on agit, on fait souvent un choix entre notre intellect et nos sentiments. Ce qui fait la faiblesse du juré numéro 3, c'est son incapacité à se libérer de ses émotions pour réfléchir. Le juré numéro 8 va gagner le débat grâce à des arguments logiques, mais pas que. C'est par compassion qu'il va se dire qu'on ne peut pas condamner un jeune homme sans preuve. C'est également pris par les sentiments que le juré numéro 3 va finir par voter non coupable. Maintenant, nous allons analyser une séquence particulière. Le protagoniste demande à ce qu'il y ait un nouveau vote. L'organisateur du débat est torchant. Comme il est impartial, il n'est pas nécessaire de montrer son visage. Lorsque les jurés votent, on ne voit que leurs mains. On ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Il y a donc une montée du suspense. Cependant, on peut voir à leur gestuelle s'ils sont sûrs d'eux ou hésitants. Il ne reste que 3 jurés qui pensent que le suspect est coupable. Le juré numéro table sort de table, ce qui montre son mécontentement. Le débat le dégoûte au point qu'il préfère ne plus faire partie du groupe. Le juré qui ressemble à François Bayrou se lève pour sortir des propos racistes remplis de clichés contre la communauté de l'accusé. L'un des jurés, qui est originaire du même milieu que l'accusé, sort de table et tourne le dos au raciste. Ce dernier ne cesse de cracher son venin et au fur et à mesure qu'il profère des inepties sans nom, les autres jurés quittent la conversation soit en quittant la table, symbole de la réunion, rappelons-le, soit en ignorant tout simplement le raciste. Notez également qu'on peut voir le ventilateur tourner, ce qui nous rappelle qu'il fait chaud et donc que l'ambiance est tendue. L'homme avec des lunettes lui demande calmement de s'asseoir. Ce qui nous montre qu'un homme calme et réfléchi domine un homme aveuglé par ses passions. Le juré se rendant compte que faute d'arguments solides, il ne lui reste plus que des sophismes pleins de clichés, et que personne ne va les écouter. Il se rend compte qu'il a perdu. Il va s'asseoir de manière isolée du groupe. Après cela, les autres jurés se rassoient à leur place, ce qui signifie que le débat peut continuer. Maintenant, on va analyser plus précisément le son de cette scène. Pas de musique ou de son extra-diégétique, cela renforce l'aspect réaliste de l'œuvre. On entend le monologue du juré, ainsi que les bruits de chaises lorsque les jurés s'en vont, ainsi que leurs bruits de pas.
On entend en hors-champ un bruit diégétique d'orage. Cela renforce la tension de la scène ainsi que son aspect dramatique. Conclusion. Le film a su être efficace par sa simplicité qui le rend réaliste et rend le message clair aux yeux du spectateur. On peut y apprendre une grande leçon d'argumentation. Celui qui gagne le débat n'est pas forcément celui qui défend la meilleure thèse, mais celui qui a les meilleurs arguments. De plus, le film nous apprend qu'il faut écouter sa tête et ne pas se laisser submerger par ses émotions. Le film nous rappelle que la justice est faite par des hommes guidés par leur cœur et leur esprit, et c'est ce qui en fait toute sa faiblesse, mais aussi toute sa force. Bien, la vidéo est terminée. Je vais vous parler de cette nouvelle chaîne. Sur ma chaîne principale, c'est un peu le bazar entre les vidéos gaming et les petites vidéos culturelles, on est vite perdu. C'est pour cela que j'ai décidé de créer une chaîne spécialisée dans tout ce qui est culture générale. Ça peut être aussi bien des choses geeks, de la culture populaire, de l'art, que ce soit les arts classiques ou les arts modernes. Le cinéma, par exemple, qui est une de mes spécialités. Un peu de musique. Beaucoup de choses, par exemple du lore de Star Wars ou de Warhammer. Quelques vidéos peut-être sur Minecraft éventuellement. Les Lego, c'est une de mes passions, surtout les Lego Star Wars. L'histoire, j'aime beaucoup l'histoire, plus particulièrement en général par exemple les uniformes militaires, mais j'aime bien par exemple le Moyen-Âge, l'Antiquité, ou les deux premiers conflits mondiaux. Il y a aussi la littérature classique, qui est une de mes grandes passions, même si je suis encore un peu néophyte. Certaines curiosités de l'histoire ou parfois des petites anecdotes. Parfois il y aura des shorts, bien sûr, même si je préfère faire des vidéos un peu plus longues. Également, pour que vous soyez pas perdus, je vais tout ranger dans des playlists et des catégories. Voilà, ce sera pas trop le bazar. Bien sûr, les titres des vidéos seront informatifs. Et maintenant, je vous invite également à voir mes autres chaînes YouTube. Il y a par exemple, bon, celle-ci là où vous êtes, c'est Kaiser Culture où vous êtes, mais il y a aussi la chaîne Kaiser Supreme Abaddon où je fais beaucoup de vidéos de gaming. Il y a Supreme Kaiser Picture où je poste des petits courts-métrages, souvent des trucs en Lego. C'est un plus pour m'amuser. Si vous voulez vraiment voir des vidéos pas encore professionnelles, mais sérieuses et artistiques, il y a ma chaîne Euronymous Abaddon. Euronymous Abaddon, c'est vraiment mon pseudo d'artiste officiel. Je l'ai déposé et tout. J'ai également un compte DeviantArt, mais je vous conseille plutôt de me suivre sur Instagram parce que DeviantArt, je laisse un peu tomber là en ce moment. Je vous conseille plutôt de me suivre sur Instagram. Tout, depuis quelques jours, ça fait des mois que je voulais le faire, même non, des années carrément. Ça faisait des années que je voulais le faire. J'ai ouvert ma boutique en ligne, c'est Imperator Lucidum Shop et c'est sur Etsy. Tous les liens sont en description. Il n'y a pas encore grand-chose dessus sur la boutique. Il y a deux trois photos Polaroid de poupées un peu flippantes que j'ai prises. Pour l'instant, il n'y en a que deux, mais il y en aura d'autres. J'essaierai d'en faire beaucoup, surtout si ça a du succès. Et également, il y aura un lien de téléchargement des constructions Lego que j'ai faites, histoire que les gens puissent le construire eux-mêmes à partir d'une notice et tout. Ils pourront le faire à partir de la vidéo. Et également, surtout, il va y avoir les livres, les créations que je vais faire, comme mes peintures ou des trucs comme ça. Et pour mes livres, dans quelques semaines, peut-être dans un mois ou un peu plus, je vais sortir un livre. C'est un livre de création art plastique. Quand je dis art plastique, c'est pas les trucs d'école, c'est vraiment tout ce qui est peinture, sculpture et tout. Je vous en dis pas plus, ça fait longtemps que j'y travaille. Je vous souhaite au revoir les Kaisers et les Kaiserines. Je vous en dis pas plus, rompez.